Monsieur le président, madame et monsieur le ministre, chers collègues, selon Michel Debré, s'exprimant devant le Conseil d'État en août 1958, je cite, le parlementarisme rationalisé organise, je cite Michel Debré, la collaboration des pouvoirs, un chef de l'État et un Parlement séparés, encadrant un gouvernement issu du premier et responsable devant le second, entre eux un partage des attributions donnant à chacun une semblable importance dans la marche de l'État et assurant les moyens de résoudre les conflits qui sont, dans tout système démocratique, la rançon de la liberté. D'où un ensemble de dispositions nombreuses, minutieuses et complexes que vous connaissez tous. Plus clair et plus prosaïque, Alain Peyrefitte avouera plus tard, cette Constitution a été faite pour gouverner sans majorité. Conçue pour porter remède à un système parlementaire assis sur des majorités faibles et changeantes, la Constitution de la Ve République a fonctionné du fait de la loi électorale, puis de son calendrier, des réformes constitutionnelles successives, de l'évolution du système partisan et de la médiatisation de la vie politique, avec des majorités solides, sinon introuvables. Résultat, les potentialités positives du parlementarisme rationalisé sont aujourd'hui épuisées. Le parlementarisme rationalisé s'est fait parlementarisme lyophilisé. Cas général, le pouvoir politique est tout entier à l'Élysée quand coïncident majorité parlementaire et présidentielle. Il est partagé entre le président et le Premier ministre, sorte de maire du palais dont la puissance dépend de la discipline des troupes qui le soutiennent, lorsqu'ils cohabitent. Le Parlement, lieu théorique de l'élaboration de la loi, du débat démocratique contradictoire et du contrôle de l'exécutif, se satisfait Pour une fois, j'ai été calme quand tu parlais. Le Parlement, donc, lieu théorique de l'élaboration de la loi, du débat démocratique contradictoire et du contrôle de l'exécutif, se satisfait de soutenir, de corriger les fautes de syntaxe et d'enregistrer. Chaque jour, et s'il en était besoin, ici même, la manière dont la majorité aborde cette révision constitutionnelle montre qu'il a pris goût à sa servitude. Ce projet de révision changera-t-il ses mœurs et ce faux équilibre? À l'évidence, non. D'abord parce que, à la différence de la commission Balladur, le texte fait volontairement l'impasse sur la question de la loi électorale, plus question de proportionnelle à l'Assemblée nationale ou de permettre l'alternance au Sénat. Comme on l'a vu, le problème constitutionnel n'est pas séparable de celui du mode de scrutin. L'actuelle Constitution, associée à la proportionnelle d'arrondissement, par exemple, produirait des effets totalement différents. Abstraction faite des dispositions décoratives, les pouvoirs du président de la République ne sont en rien réduits par le projet, à peine le champ de ses caprices. Édouard Balladur lui-même en convient. Je cite une déclaration qui est parue dans Le Monde, je cite Édouard Balladur, « On ne peut pas dire que, sauf sur quelques points, ce que j'appelle les dispositions décoratives, il y ait une réduction des pouvoirs du président. Un rééquilibrage qui renforcerait un des acteurs, le Parlement, sans affaiblir l'autre, le président, est une contradiction dans les termes. Non seulement les pouvoirs du président de la République ne seront pas réduits, ils seront renforcés. Renforcés par le pouvoir considérable en démocratie médiatique de se présenter devant les parlementaires comme le véritable chef du gouvernement et de la majorité. Le justifier par l'exemple des États-Unis est une escroquerie intellectuelle. Je livre à ceux qui en douteraient cette analyse de Mme Elisabeth Zoller, professeure à Paris II et directrice du Centre droit américain, devant notre commission des lois. Je la cite, elle est intéressante, ne pensant pouvoir être ni plus clair ni plus précis. Je cite Mme Zoller. « Si le droit de message doit faire du président français un législateur en chef, la France change de régime. Le président n'est plus, comme son homologue américain, qu'un capitaine, c'est-à-dire un chef d'équipe, en l'occurrence un chef de parti politique, investi du pouvoir de mettre en forme législative le programme du gouvernement pour lequel il a été élu. Du coup, les fonctions d'arbitrage du président n'ont plus de titulaire. En tout cas, elles ne sont plus entre les mains d'un arbitre. La phrase clé
de la fonction présidentielle, il assure par son arbitrage le fonctionnement des pouvoirs publics, ne trouve plus de raison d'être dans le jeu institutionnel. Le système américain échappe à ce dilemme parce que le président n'exerce aucune fonction d'arbitrage et, en particulier, il n'a pas le droit de dissolution. Mais ce n'est pas le cas en France. Faire du président un législateur en chef, sans diminuer en aucune manière ses pouvoirs existants, c'est-à-dire en maintenant l'intégralité de ses pouvoirs d'arbitrage et sans toucher à ses pouvoirs de direction du travail des assemblées par un gouvernement et Premier ministre interposés, fait verser le régime dans un système consulaire. À l'évidence, en démocratie médiatique d'opinion, ça c'est moi qui l'ajoute, il n'est même pas besoin de baïonnettes pour faire des consuls. Mais on a toujours besoin, cependant, de la complicité des parlementaires. Je vous remercie. Merci, cher collègue.